En ce moment, nous assistons à une énorme escalade sur le plan militaire, l'équipement que les États-Unis ont déployé dans la région pour exercer une forte pression sur l'Iran. Peut-être que vous savez, personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la tête de Trump et de son administration. Il pourrait attaquer, vous savez, dans l'heure qui vient. Oui, c'est pour cela que la situation est si fragile. C'est très important de le comprendre. Et lorsqu'il s'agit de Donald Trump et de ce genre de manœuvre, de ce type de pression qu'il essaie d'exercer sur l'Iran, pensez-vous que sur le plan militaire, cela va effrayer les Iraniens? Parce que je suis ici en Iran, tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont prêts. Ils savent que si les États-Unis veulent attaquer, ils comprennent l'escalade. Ils connaissent l'ampleur de l'attaque. C'est pourquoi ils sont tous prêts. S'il y a ne serait-ce qu'une seule frappe, ils vont tout donner pour riposter. Israël sera une cible. Les intérêts américains dans la région seront des cibles, tout comme les porte-avions. Mais quelle est votre compréhension de cette nouvelle situation d'escalade entre les deux camps? Eh bien, je veux dire, tu l'as déjà décrit à peu près. C'est exactement ce que c'est. Et pendant qu'il continuera à agir sur le plan diplomatique, ce qui est absolument nécessaire, comme l'a dit Frank Herbert, les formes doivent être respectées, l'Iran continuera à le faire. La Russie et la Chine travaillent assidûment à huis clos pour tenter de régler toute cette affaire. Mais Trump, malgré toute sa fanfaronnade et ses démonstrations de force, quelqu'un doit lui dire que s'il veut vraiment prendre cela au sérieux, il peut essayer, et il pourra probablement causer des dégâts à l'Iran, sans aucun doute. Mais le problème est purement arithmétique ici, que les États-Unis ne disposent que d'environ, vous savez, cela varie évidemment, personne ne vous donnera le vrai chiffre, mais c'est quelque part entre 2500, peut-être 3500 missiles Tomahawk. Bloc 4 et Bloc 5. Ils sont toujours obsolètes, je veux dire. Mais ce ne sont que des missiles Tomahawk. C'est le seul atout, l'arme à distance, que les États-Unis peuvent utiliser sans être immédiatement affectés dans la sphère navale, pour ainsi dire. Parce que, oui, tu peux faire voler quelques avions, bien sûr, mais surtout les premiers destroyers de la classe Burke et évidemment les sous-marins de la classe Virginia. Tu peux aussi déployer un des sous-marins de la classe OIO, qui sort encore en mer, le SSGN, qui a été converti pour transporter, je crois, 152 Tomahawk. Oui, une fois que tu lances ça, tu pourrais toucher quelques cibles, d'accord? Mais d'abord, l'Iran dispose d'une défense aérienne. Et ensuite, que vas-tu faire des bases, les bases américaines, dans la région? Et Israël le comprend immédiatement, parce que tout le monde sait ce qui motive la politique américaine envers l'Iran. C'est le fait que Trump est sous l'influence de Bibi Netanyahou et du gouvernement israélien. Et voilà, c'est à peu près ça, le spectre, si tu veux, ou la gamme des possibilités. Et voilà. Bien sûr, ils peuvent essayer de faire, tu sais, leur truc habituel, comme tu sais, des frappes alpha, amener un autre groupe aéronaval dans la zone. D'accord, ça porterait le total à environ 120 avions, capables de se relayer et de lancer tout ce qu'ils peuvent lancer. Mais encore une fois, les États-Unis sont absolument incapables, en termes absolus, de mener des opérations interarmes. Surtout en Iran. Je veux dire, c'est un terrain cauchemardesque et l'armée américaine est absolument incapable de vraiment mener ce type de guerre. L'Iran est un grand pays avec une capacité industrielle importante et des forces armées considérables. Donc, le seul espoir, c'est de créer une sorte de, vous savez, série d'explosions, des choses de ce genre, et peut-être d'utiliser ce qu'il reste de la 5e colonne pour renverser le régime, comme on dit. Eh bien, je veux dire, ils peuvent essayer.
Le problème pour eux, comme je l'ai déjà dit, d'après nos données, c'est que quel que soit le nombre d'autres bases, ils le comprennent. Pour qu'ils puissent faire cela, il leur faudrait commencer à retirer leur... Et quiconque pense que le Patriot Pact 3 peut se défendre contre une frappe massive, je lui vends un pont. D'accord? Et Trump, la dernière chose dont il a besoin maintenant, ce sont des cercueils recouverts de la bannière étoilée rentrant au pays. Et cela pourrait entraîner d'énormes pertes, des victimes du côté américain. Donc vous savez, qui peut le dire? Mais comme vous l'avez déjà mentionné, tant que les Iraniens sont prêts, tout cela pourrait ne rien donner. Peut-être, probablement. Les actions de Raytheon pourraient grimper après cela, car ils devront reconstituer ce qu'ils auront dépensé. Mais, à part ça, je ne vois pas grand-chose dans cette, disons, direction. À moins, bien sûr, que nous ne parlions de choses que nous ignorons, d'une sorte de cellule massive, vous savez, libérale et pro-occidentale, prête à prendre les armes et à aller renverser. Eh bien, peut-être, je ne sais pas, mais vous savez qui c'est. On ne peut jamais écarter aucune possibilité. André, tu sais, nous avons eu ici en Iran le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Abdolrahim Moussavi. Il a déclaré qu'après la guerre de 12 jours, la doctrine militaire de l'Iran était passée d'une posture défensive à une posture offensive, en mettant l'accent sur la guerre asymétrique. Oui, absolument. Absolument. Et encore une fois, vous savez, la plupart des guerres sont par nature asymétriques, dans le sens où l'on exploite les points faibles de son ennemi et où l'on s'engage à fond. L'Iran a des moyens d'exploiter cela. Et comme je l'ai déjà dit, les États-Unis sont en réalité exposés dans la région à cause de la portée des missiles iraniens. Et puis, souvenez-vous, vous vous rappelez sans doute, quand les services de renseignement iraniens ont montré des vidéos tournées à l'intérieur des installations nucléaires de Nevatim, ce qui montrait clairement qu'il y avait des agents iraniens opérant quelque part en Israël, par exemple. Donc, Israël dispose d'un réseau de renseignement assez étendu. Donc oui, il faut être deux pour danser le tango, et deux peuvent faire la même chose, vous voyez. Donc oui, je suppose que l'Iran dispose de plus qu'assez d'atouts dans la région, surtout pour rendre la situation très douloureuse pour les États-Unis et Israël. André, vois-tu les gouvernements ou les États de la région, principalement les États arabes, agir de concert avec la Turquie? Parce qu'il est essentiel de comprendre le comportement de la Turquie. La Turquie est incontestablement un acteur. Je dirais que je vois la même chose du côté turc. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, lorsqu'il s'agit de l'Iran, on voit la Turquie essayer d'un côté de faire quelque chose et de l'autre de se rapprocher des États-Unis. Comment perçois-tu le rôle de la Turquie par rapport à ce qui se passe dans l'esprit des États arabes de la région, qui, comme nous le savons, seraient dévastés si une guerre éclatait? Oui, je veux dire, nous le savons. Nous savons que ces gouvernements, les gouvernements arabes principalement, sont totalement corrompus. Ce sont parfois des monarchies et ils dépendent entièrement de ce que nous savons tous, le flux de pétrole, avant tout. Et donc, en ce qui concerne la Turquie, M. Erdogan est un homme à vecteurs multiples, c'est-à-dire un homme à plusieurs chaises. Il essaye de s'asseoir sur toutes les chaises en même temps. Parfois ça marche, parfois non. Mais il faut comprendre que la Turquie dépend vraiment des États-Unis, à bien des égards essentiels. Et Erdogan va continuer à essayer de faire cela parce qu'il pense être plus intelligent que tout le monde. Le problème ici, c'est que la Turquie est poussée dans ses retranchements. D'abord, il faut comprendre qu'Erdogan, issu des frères musulmans, est obsédé par cette idée idiote du peuple turcique. Il a ses plans mondiaux qui sont franchement d'un niveau maternel, essayant d'une manière ou d'une autre d'unifier les peuples turciques à travers l'Eurasie et d'autres choses de ce genre.
La Turquie n'a tout simplement pas les ressources pour cela. Et de ce fait, surtout compte tenu de leurs problèmes économiques, il devra en fin de compte suivre la ligne du parti avec les États-Unis, quoi qu'ils disent. Et une grande partie de ce qu'il fait relève aussi des relations publiques. Donc, c'est la Turquie, n'est-ce pas? Ils voulaient être les dirigeants du monde islamique. Vous savez, ils veulent retrouver la gloire des jours de l'Empire ottoman et des choses de ce genre. J'en doute. Et c'est pour cela que la Turquie considère l'Iran comme un concurrent. En dehors du fait qu'ils sont sunnites et chiites, les Turcs sont sunnites, ils voient l'Iran chiite non seulement comme un pays viable, mais comme l'Iran l'a démontré, comme un pays vraiment coriace. Encore une fois, souvenez-vous des 12 derniers jours, lorsque Israël a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas plaisanter avec cela. Et dans ce cas, il faut comprendre qu'il existe de nombreuses sympathies, d'après ce que j'ai pu constater. Et encore une fois, ne me citez pas là-dessus, mais d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de sympathie envers l'Iran dans la rue arabe. Mais là encore, quand la rue arabe a-t-elle compté pour la dernière fois? Les Arabes se sont complètement discrédités, surtout à propos de la question de Gaza et de ce qu'Israël y a perpétré. Et ils sont restés en retrait. Le seul pays qui a réellement agi à ce sujet a été bien sûr l'Iran. Il y a donc beaucoup d'éléments, pour ainsi dire, des points critiques où leurs intérêts se heurtent entre l'Iran et, disons, les satrapies et gouvernements arabes. Donc dans ce cas, peu importe ce que pense la rue arabe. Je ne sais pas. Je veux dire, ce sont principalement des monarchies, où vous savez, pas totalitaires, mais des dictatures à bien des égards. Donc c'est ce qui se passe là-bas. Mais en Iran, si, Dieu nous en garde, quelque chose se produit sur le plan militaire, l'Iran pourrait en sortir affaibli. Cependant, je pense qu'ils en ressortiront beaucoup plus forts dans tous les aspects des relations internationales. Et encore une fois, cette fois, nous savons que la Russie et la Chine font quelque chose. Quoi exactement? Je ne sais pas. Nous ne pouvons qu'être ici à spéculer. Nous savons que ce n'est probablement pas seulement une coopération technologique. Et encore une fois, il y a eu cette déclaration vraiment étrange dans un sens positif, je dirais, qui est sortie d'Iran il y a environ 2 semaines. Je l'ai lue et elle provenait d'une source fiable. Cela provenait de l'une des principales chaînes d'information officielles russes. Lorsque l'Iran a effectivement exigé, ce que je peux tout à fait comprendre, je ne leur en veux pas, que la Russie, avec ses capacités ISR, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, fournisse à Téhéran une analyse de la situation stratégique autour de l'Iran. Cette demande aurait-elle pu être formulée, voire exigée? J'en suis convaincu. Et je suis également persuadé que les Russes ont réagi très positivement à cela. Ils ont dit oui, nous allons vous fournir tout ce qu'il faut. Et quelque chose me dit que l'Iran n'est pas seul. Andriy, Netanyahou et le gouvernement israélien affirment que si les États-Unis décident de ne pas attaquer l'Iran, ils peuvent le faire unilatéralement. Permettez-moi de poser la question ainsi. Israël est-il capable d'attaquer l'Iran sans l'aide des États-Unis? Non, ils ont besoin de ravitailleurs. Ils ont besoin de cette flotte de KC-135, je crois, que seuls les États-Unis possèdent, afin de pouvoir utiliser des armes à plus longue portée, contrairement à leurs armes à distance relativement limitée, qui les obligeraient à pénétrer dans l'espace aérien iranien, où ils seraient immédiatement pris pour cible par la défense aérienne. Donc oui, ils peuvent essayer, mais rien de bon n'en sortira. Je suis assez sûr qu'Israël subirait cette fois une défaite encore plus sévère que la dernière fois. Ils croient encore en cette défense aérienne américaine, qui ne fonctionne pas, bien sûr. Mais bon, que dire? Ils pourraient tenter le coup. Je doute qu'ils puissent le faire de manière réellement efficace.
Ils peuvent encore causer des dégâts. Ne vous y trompez pas. Mais c'est avant tout une opération américaine, et ils pourraient rencontrer quelques problèmes. Des avions israéliens qui y volent. Toute la notion de combat aérien telle qu'elle existe aux États-Unis est obsolète à bien des égards. Elle reste bloquée dans les années 1990. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet une fois que nous aurons terminé aujourd'hui. Mais oui, ils croient en ces forces aériennes et en ce genre de choses sans comprendre ce qu'est réellement une défense aérienne sérieuse. Et l'Iran dispose bel et bien d'une défense aérienne. Ce n'est pas aussi performant que celle de la Russie, évidemment, mais c'est solide. Cela offre une atténuation significative contre toute forme d'attaque aérienne visant des installations iraniennes. Donc oui, on peut supposer qu'il n'en résultera pas grand-chose pour Israël s'il décide de le faire. André, vois-tu, d'après ce que je comprends de la situation actuelle en Iran, l'armée et les services de renseignement parlent des manipulations qu'ils ont tenté de mener ici, en Iran. Je pense que tout cela a échoué et qu'ils n'ont plus vraiment d'espoir dans cette direction. C'est pourquoi l'option militaire reste encore envisagée. Mais quand je parle avec des gens ordinaires, tu sais, parler avec des responsables ou des décideurs, c'est une chose. Parler avec des gens ordinaires, c'en est une autre. Ils disent, supposons que les États-Unis attaquent l'Iran. Que peuvent-ils faire? Ils peuvent bombarder tel ou tel endroit. Mais en quoi cela va-t-il changer la puissance iranienne? En quoi cela va-t-il changer quoi que ce soit? Parce qu'une attaque contre l'Iran ne change rien à mon avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tant que la nation iranienne reste ferme, et nous parlons d'un très grand pays, d'environ 90 millions d'habitants, ce n'est pas l'Irak. C'est complètement différent. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui, tu m'entends? Han? Oui, tu es de retour, André. Oh, d'accord. Donc oui, tant que la nation iranienne reste ferme et unie, à quelques exceptions près parmi les libéraux urbains qui croient encore à tous ces contes de fées venus de l'Occident, eh bien, que peuvent-ils faire? Les États-Unis, encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas affronter d'ennemis sérieux. Point final. Ce n'est pas dans leur doctrine. Je veux dire, la doctrine est conçue pour une force essentiellement expéditionnaire qui doit combattre des peuples indigènes, de préférence armés d'arcs et de flèches, incapables de riposter. C'est à peu près la manière américaine de faire la guerre. L'Iran n'est même pas le Vietnam. Et ce sont des gens avec un véritable héritage en termes d'histoire, d'antiquité, même à l'époque où c'était la Perse, vous voyez. Il y a donc beaucoup de choses qui façonnent le portrait psychologique des Iraniens. Je veux dire, ce n'est pas sans problème. Bien sûr qu'il y en a, tout le monde en a. Mais notre point, c'est qu'on ne peut pas briser cette nation. J'en doute fort. Regardez ce que l'Iran a enduré, y compris la guerre avec l'Irak. Et l'Irak était soutenu par la moitié du monde, l'Union soviétique, les États-Unis, l'OTAN, et ils ont tout de même échoué. Cela en dit long sur les gens qui se sont battus. Certes, ils agissaient à cette époque sous l'élan émotionnel de la révolution islamique. Mais quand on regarde cela, ce ne sont pas des gens avec qui on veut s'en prendre, tu vois. Alors que puis-je dire? Ils peuvent bombarder tout ce qu'ils veulent, mais c'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils ne peuvent pas poser leurs bottes sur le terrain et affronter un véritable ennemi. Et l'Iran est le véritable ennemi. Quand on observe le terrain, c'est cauchemardesque s'ils pensent pouvoir y déployer une force blindée et manœuvrer. Non, on ne peut pas manœuvrer en Iran. On serait entraîné dans ce terrain catastrophique, dans ces passages étroits, et on se ferait tuer. C'est aussi simple que ça.
Andriy, nous savons qu'il parle de négociations entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Steve Whitcomb à Oman. Et il semble, Andriy, qu'après toutes ces questions liées au nucléaire, enfin, aux armes nucléaires, il semble que les États-Unis, selon Al Jazeera, exigent désormais que l'Iran limite ses exportations d'énergie vers la Chine. Tu sais, c'est incroyable. Ces gens sont censés être raisonnables. Comprennent-ils vraiment de quoi ils parlent? Eh bien, je veux dire peut-être que certains le font. Mais encore une fois, leur subsistance en dépend, tu sais. Ils ont des prêts immobiliers, ils ont des familles, certains peut-être même plusieurs familles, tu vois. Donc ils doivent d'une manière ou d'une autre subvenir à leurs besoins. Ils suivront n'importe quelle idiotie que Trump inventera. Son idée, c'est qu'il veut vraiment couper la Chine de l'énergie. Et bien sûr, la Chine reçoit jusqu'à 1/3 de son énergie par les voies maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz et évidemment l'océan Indien. Mais encore une fois, Trump est trop en retard, trop ignorant et trop primitif pour comprendre cela. J'entends des choses de seconde main à propos d'une sorte de stratégie et tout ça. Mais il n'y a pas de stratège. Trump ne connaît rien à la stratégie. Tout tourne autour de ses désirs. C'est ainsi qu'il voit le monde, et il pense qu'on peut appeler ça une stratégie. Alors il fera ce qu'il fait toujours. Intimider les gens, tu vois, le bluff habituel, agitant les poings en l'air. Mais le problème, c'est que c'est un tigre de papier. La seule chose qu'ils peuvent vraiment faire, c'est menacer de toutes sortes de sanctions. Mais si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ce qu'il peut faire, et nous savons que ce matin les Iraniens ont déjà arrêté 2 pétroliers, d'après ce que j'ai lu plus tôt aujourd'hui, alors là, c'est une toute autre histoire. Alors Trump, c'est Taco. Il l'appelle Taco pour une raison. Trump, tu sais, Trump s'est encore dégonflé. Et il sait, il devrait probablement comprendre qu'il n'a pas grand-chose derrière lui, tu vois. Donc, oui, faisons le blocus, un blocus naval de l'Iran, par exemple. D'accord. Et l'Iran est une puissance continentale. Je veux dire, ce n'est pas seulement une puissance maritime, c'est une puissance continentale avec des lignes de communication. Et bien sûr, maintenant, nous avons une situation où l'un des chemins de fer passant par le Turkménistan est en service. Ils construisent même le pont de la mer Caspienne, pour ainsi dire. Eh bien, je ne suis pas sûr pour l'Azerbaïdjan, mais de toute évidence, l'Azerbaïdjan veut toujours avoir ce corridor nord-sud, tu sais. Mais oui, M. Aliyev est un peu trop franc. Il se surestime s'il pense pouvoir jouer à des jeux sérieux là-bas. Je veux dire, l'Iran a de toute façon son pont terrestre, surtout vers la Russie. Et ils veulent nuire à la Chine, évidemment. Trump est obsédé par la Chine. Peut-être qu'à un moment donné, il pourra les surpasser. Parce que les Chinois évitent encore une véritable confrontation directe sur le plan militaire, contrairement à la Russie. La Russie peut parler aux États-Unis et leur dire « Allez vous faire voir ». La Chine ne peut pas faire ça. Ils peuvent jouer à leur petit jeu économique, diplomatique, mais s'ils veulent faire quelque chose, je ne sais pas, Trump le sent probablement, ce qui est compréhensible. La Chine ne veut pas de guerre. Les Russes sont prêts à toute évolution. La Chine, non. Mais l'Iran, oui, et c'est un autre aspect. Donc, d'accord, suivez votre stratégie, allez-y avec ce blocus naval, laissez la Chine le contourner. Vous voyez. Mais comme nous le savons, il y a effectivement un problème très sérieux avec l'Iran. Si l'Iran le décide, il peut pratiquement faire s'effondrer l'économie mondiale, surtout en Occident, simplement en fermant le détroit d'Ormuz. Et ce serait très mauvais, disons-le ainsi. Et Trump le comprend probablement, mais il a quoi? Nous avons les élections de mi-mandat qui approchent. Trump a besoin d'une sorte de, eh bien, ils ont enlevé Maduro, mais c'est évidemment pas suffisant.
C'est surtout, tu sais, l'âne chargé de sacs d'or, pas la prouesse militaire. Et donc, je ne sais pas. C'est difficile à dire. C'est une situation tellement complexe pour Trump parce que, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ont été exposés militairement comme un tigre de papier. Leur technologie ne fonctionne pas. Leur planification opérationnelle est celle d'amateurs, en gros, et on voit aujourd'hui ce qui se passe avec l'Ukraine. Je veux dire, que veux-tu faire? Les États-Unis n'ont même pas de système de défense aérienne qui fonctionne, tu vois. Et oui, ça te dit tout ce qu'il faut savoir. Donc tu sais, le jeu continue et on verra très bientôt.